Ce soir, à premier plan, Hubert Aquin s'entretient avec Michel Butor, qui l'accueille dans son appartement au collège de Bryn Mawr, Pennsylvanie, où il enseigne la littérature française. On ne peut plus parler du roman aujourd'hui, surtout du roman qui se veut novateur, sans tenir compte de ce que les œuvres de Michel Butor ont ajouté à ce genre littéraire. Michel Butor, quand vous aviez l'âge de vos jeunes lycéens dans votre roman Degré, quels auteurs lisiez-vous? Eh bien, je me souviens que lorsque j'étais en seconde, la grande lecture de l'année, ça a été pour moi l'œuvre de Claudel. J'ai lu, quand j'étais en seconde et en première, j'ai lu, je crois, la totalité de l'œuvre publiée de Claudel à ce moment-là. Je l'ai lu avec passion et à la recherche véritablement d'un secret, comme si cette œuvre m'ouvrait une nouvelle porte sur l'univers. Et certainement, l'œuvre de Claudel a eu sur ce que j'écris une influence très grande, en particulier en ce qui concerne la langue. La syntaxe de Claudel, la façon que Claudel a d'employer le français, a d'employer les mots français, a eu certainement beaucoup d'influence sur moi. Et je conserve une immense admiration pour Claudel comme grammairien et comme artisan de la langue française. C'est pour moi un des plus grands prosateurs qu'il y ait jamais eu en français. Prosateur, ça veut dire naturellement en même temps poète. Après Claudel? Eh bien, je me souviens que lorsque j'ai commencé à aller à la Sorbonne, dans mes premières années d'étudiant, j'ai découvert à peu près en même temps deux auteurs qui ont joué un très grand rôle pour moi, c'est Kafka et Joyce. Je me souviens très bien du moment où j'ai lu Joyce pour la première fois, c'était un ami qui m'en avait parlé, et j'ai lu la traduction française d'Ulysse à la bibliothèque Sainte-Geneviève, ce qui était un lieu particulièrement bien adapté parce qu'au début d'Ulysse, il est question de cette bibliothèque Sainte-Geneviève. Et quant à Kafka, le premier livre de lui que j'ai lu, c'est une traduction française de la Métamorphose. Ça m'a donné des tas d'idées, ça m'a donné une nouvelle façon de voir les choses et de raconter les choses. Et après la Métamorphose, j'ai cherché les autres livres de Kafka qui étaient disponibles. Il y en avait à ce moment-là en France fort peu. Les ouvrages de Kafka n'avaient pas été réimprimés depuis longtemps. Il fallait chercher ça dans des librairies d'occasion, cela coûtait extrêmement cher, mais j'ai cherché ça comme on cherche des trésors, comme on cherche des talismans. Et je me souviens que j'ai commencé pour les grands romans, j'ai commencé par Le Château, et ça a été pour moi une énigme, enfin, que j'ai passé des années à vouloir résoudre. Toutefois, à ce moment-là, vous n'aviez pas le désir précis de devenir romancier, d'écrire. J'avais le désir d'écrire, oui, mais je ne savais pas que j'écrirais des romans. J'écrivais à ce moment-là depuis longtemps des poèmes. J'ai écrit des centaines de poèmes. Lorsque j'étais au lycée, à partir de la classe de seconde en tous les cas, je me souviens très bien que je m'installais toujours au fond de la classe. J'étais un élève absolument insupportable parce que je n'étais pas toujours un mauvais élève. J'étais cet élève que redoutent les professeurs et qu'on appelle un élève inégal. Et lorsqu'un professeur ne m'intéressait pas, eh bien je cessais purement et simplement d'écouter ce qu'il racontait et je m'installais au fond de la classe pour écrire des poèmes. J'ai ainsi écrit en classe des quantités de poèmes. J'ai écrit des quantités de poèmes au lycée, j'ai écrit ensuite des quantités de poèmes à la Sorbonne, parce qu'il y avait des cours que j'essayais pour voir si ce serait intéressant. À partir du moment où je m'apercevais que ce n'était pas intéressant, que le professeur n'était pas un bon professeur, vous savez à quel point les enfants sont cruels, et les jeunes gens aussi, eh bien, alors je me mettais à écrire des poèmes, parce que je ne voulais pas continuer à perdre mon temps. J'ai ainsi écrit un nombre de poèmes absolument énorme, et en même temps, j'avais des ambitions philosophiques, puisque je préparais une licence de philosophie, et que j'avais l'intention, plus tard, d'écrire des livres de philosophie. Mais comment s'est opéré le passage, justement, de la philosophie au roman? Eh bien, parce que je me suis trouvé devant des difficultés dans les deux domaines.
D'abord, la poésie que j'écrivais ne me satisfaisait pas. C'était une poésie qui était inspirée en grande partie par le surréalisme, mais c'était un surréalisme tout à fait spécial. J'écrivais des poèmes qui étaient formés, si vous voulez, de bribes de réalité mises les unes au bout des autres. Et ce que je cherchais dans ma poésie, c'était une organisation plus rigoureuse, et j'aurais voulu aussi prendre des morceaux de réalité plus grands que ces bribes. J'étais donc tout naturellement amené vers le roman. De l'autre côté, du côté de la philosophie, les auteurs, les philosophes qui m'ont le plus impressionné lorsque j'étais étudiant, c'était l'école phénoménologique vulgarisée en France par Sartre. Mais j'ai été encore plus impressionné par les maîtres de Sartre que par Sartre lui-même. Or, la phénoménologie est une école philosophique qui insiste sur le rôle de la description dans la pensée philosophique. Cette description, si on la poursuit un peu, amène tout naturellement au récit et donc au roman. Vous voyez, mon activité littéraire était sur deux routes. Ces deux routes tendaient à la fois vers le roman. Et il y avait entre ces deux activités, entre ces ambitions philosophiques et cette pratique poétique, il y avait un grand désaccord. Parce que ma poésie était une poésie très irrationaliste, et ma philosophie était forcément, puisque philosophie, une philosophie qui se voulait être aussi rationnelle que possible. Alors, je me trouvais, si vous voulez, comme avoir deux vies, comme avoir deux pensées à l'intérieur d'un seul corps, ce qui est une situation tout à fait pénible. J'étais un homme déchiré, si vous voulez. Bien que déchiré, ces deux voies tournaient, s'orientaient dans une même région. Et le moment où j'ai été obligé de trouver absolument une solution à cela, où je n'ai pas pu me contenter de cette vie double, où il a fallu que je trouve absolument une unité dans mon activité littéraire, ça a été le moment où j'ai quitté Paris. J'ai quitté Paris pour devenir professeur en Égypte, non pas dans une des grandes villes égyptiennes où l'on peut retrouver l'Europe, non pas dans Alexandrie ou au Caire, mais dans une petite ville de la vallée du Nil. J'étais professeur dans un lycée égyptien, extrêmement loin de l'Europe que j'avais connue, extrêmement loin de Paris. À ce moment-là, il a été absolument nécessaire pour moi, si vous voulez, de me retrouver moi-même, de faire une sorte d'examen de ce qui restait de moi, de ce qui était encore solide. Et pour faire cet examen, alors il m'a été indispensable de trouver une activité littéraire qui puisse réunir ces deux activités que je menais auparavant, ces deux activités parisiennes, poésie et philosophie. C'est à ce moment-là que j'ai senti, et ceci, après la lecture de grands romans contemporains, par exemple de la lecture de Proust, de Joyce, de Kafka, etc., que dans le roman, il était possible de réunir ces deux activités en une seule. Il était possible de faire une œuvre dans laquelle tout ce que je faisais auparavant se trouve réuni, une œuvre qui par conséquent puisse me servir à conserver mon unité, qui puisse me servir à subsister, à durer dans ce pays tellement étranger qu'était l'Égypte lorsque j'y suis arrivé. Et c'est ainsi que mon premier roman est né. Mon premier roman est né du Le désir... Passage de Milan. Oui, c'est Passage de Milan. Et ce premier roman a été commencé en Égypte. Je n'ai pas pu y travailler beaucoup en Égypte parce que les conditions d'existence étaient tout à fait particulières et qu'il n'était pas possible de travailler beaucoup. Mais ce roman prend son origine, si vous voulez, dans ce séjour en Égypte.
Vous êtes arrivé au roman avec des ambitions philosophiques, disons, assez précises, une sorte de volonté d'appréhender la réalité ou de vous en emparer avec des concepts clairs. Est-ce que, justement, quand vous écrivez un roman, et je songe à Degré, par exemple, vous êtes sur le plan philosophique satisfait des moyens de connaissance que vous donne le roman? Ah, il y a un certain nombre de questions qui se posent à moi et que j'essaie de résoudre pour moi et pour les autres aussi, dans une certaine mesure, par le roman. Si vous voulez, la réponse que je fais à ces questions, c'est le roman lui-même. Comment se posent ces questions? Eh bien, les questions que j'ai essayé de résoudre, ou sinon résoudre, d'éclaircir un peu, d'exprimer un peu dans un livre comme Degré, ce sont des questions qui me sont apparues au moment où j'achevais mon livre précédent. Si vous voulez, Degré, c'est un essai de réponse aux questions qui m'ont été posées par la modification. De même que la modification, c'était un essai de réponse aux questions qui m'avaient été posées par l'emploi du temps. Et l'emploi du temps, un essai de réponse aux questions qui avaient été posées par Passage de Milan. Entre ces 4 romans, si vous voulez, dont l'anecdote ne se suit nullement, ce n'est pas du tout les mêmes personnages que l'on rencontre, ce n'est pas du tout la même histoire qui continue, et pourtant, ces 4 livres sont reliés les uns aux autres d'une façon très étroite, parce que chacun exploite des possibilités découvertes dans le précédent, et chacun essaie d'approfondir des problèmes qui me sont apparus en écrivant le précédent. Comment donner des exemples de cela? Dans la modification, par exemple, j'ai employé la seconde personne, alors que d'habitude dans des romans, on emploie soit la première, soit la troisième. L'emploi de cette deuxième personne répondait à, évidemment, des problèmes techniques précis, mais à poser des questions nouvelles. Est-ce que, par exemple, Oui. l'emploi du vous dans un Oui. roman n'est pas une volonté de la part de l'auteur de forcer, disons, la participation du lecteur? C'est-à-dire qu'avec le vous, vous impliquez le lecteur qui devient, somme toute, personnage de votre roman, par identification. Oui, le vous sert à forcer le lecteur à entrer à l'intérieur du roman. Lorsqu'on lit un roman, n'importe quel roman, qu'il soit écrit à la première ou à la troisième personne, on s'identifie plus ou moins au personnage. Vous savez, dans un livre admirable, dans un des plus beaux romans de William Faulkner, Absalom, Absalom, il y a un passage qui est extraordinaire à cet égard. Vous savez que c'est la conversation entre 2 étudiants, et l'un des étudiants raconte à un autre des histoires qui se sont passées beaucoup plus longtemps. En même temps qu'il les raconte, ces histoires lui apparaissent sous un jour différent. Et il y a un moment où Faulkner déclare que, au moment où l'un des étudiants raconte une chevauchée, je ne me souviens plus des détails, il dit, eh bien, ce n'étaient plus les 2 hommes seulement dont il était question qui chevauchaient à travers le désert, à travers le pays sauvage. Ils n'étaient plus seulement 2, ils étaient 4. Il y avait en même temps celui qui raconte, l'étudiant qui raconte et celui qui l'écoute, n'est-ce pas? L'auteur, si vous voulez, dans un certain sens, et le lecteur accompagnent les personnages dans n'importe quel récit. Le lecteur est comme un acteur aux mains d'un metteur en scène qui lui dit « vous vous mettez là, vous dites telle ou telle chose », mais à d'autres moments, il va dire « non, moi, je ne suis pas comme ça, moi, je ne ferai pas comme ça, moi, je ne suis pas ce personnage-là ». Le lecteur va par conséquent prendre brusquement conscience de lui-même. Il va prendre conscience de sa différence avec le personnage. Cette conscience d'une différence, très souvent, elle va être simplement une conscience provisoire. Il s'aperçoit simplement qu'il ne savait pas qu'il était comme ce personnage-là. Et il se rend compte ainsi qu'un travail se fait à l'intérieur même de
sa propre conscience. Vous venez de nous parler d'une caractéristique de votre œuvre qui est bien particulière et qui a permis à des critiques de dire que vous faisiez du nouveau roman. Il y a aussi d'autres nouveautés, d'autres apports importants, et je pense, par exemple, à ce nouveau réalisme que vous avez introduit dans vos romans. Oui, je crois que chaque romancier intéressant, en tous les cas tous les grands romanciers, ont apporté un nouveau réalisme. C'est-à-dire qu'ils ont montré que les romans qu'on faisait avant eux ne rendaient compte que d'une certaine partie de la réalité, que d'un certain aspect de la réalité. Alors que l'on a très souvent tendance à croire que une certaine façon de raconter est tout simplement la bonne façon de raconter, c'est-à-dire rend compte de la réalité tout entière. Toute nouveauté dans le roman, toute nouveauté véritable bien sûr, amène forcément à considérer que les romans d'autrefois, si prodigieux qu'ils soient, ne nous renseignaient que sur une partie de la réalité, que le réalisme, si vous voulez, était incomplet. Donc chaque grand roman amène un nouveau réalisme. Il révèle que le réalisme des romans antérieurs est un réalisme insuffisant et il découvre de nouveaux aspects de la réalité. Nous croyons d'habitude que nous savons ce qu'est la réalité autour de nous. En réalité, nous passons notre temps à nous cacher cette réalité. Nous passons notre temps à nous mentir à nous-mêmes, si vous voulez. Nous passons notre temps à oublier un certain nombre de choses et à ne pas voir un certain nombre de choses. Ceci parce que nous ne pouvons pas. Ceci parce que dans bien des cas, nous n'avons pas les moyens d'organiser toutes les informations que nous recevons de la réalité autour de nous. Est-ce que vous considérez maintenant que la littérature, disons, est encore une littérature d'évasion ou de délassement et que le plaisir qu'on y trouve doit être immédiat? Eh bien, la notion de délassement est essentielle à la littérature. Pour lire, il faut quitter ses opérations habituelles, il faut quitter ses activités habituelles. Mais ce délassement peut se satisfaire complètement en lui-même. On lit un livre et puis ensuite on l'oublie. On lit un livre pour se changer les idées, comme on dit, et une fois cela fait, eh bien, on ferme le livre et on le jette, comme on jetterait les épluchures d'un fruit qu'on a mangé, ou bien ce livre peut vous changer les idées dans un sens beaucoup plus profond. C'est-à-dire qu'une fois ce livre lu, on verra les choses autrement qu'on les voyait auparavant. Mais est-ce que là, nous ne touchons pas, disons, la transformation fondamentale de la littérature actuelle qui devient beaucoup plus un mode de connaissance qu'une évasion? Ah, eh bien sûr, la littérature actuelle, dans la mesure où elle est vraiment intéressante, est un mode de connaissance. Elle nous révèle de nouveaux aspects de la réalité. Elle nous permet de connaître la réalité que, naturellement, dans les circonstances ordinaires, nous ne connaissons pas. La littérature actuelle, dans ses formes les plus élevées, nous révèle notre ignorance de la réalité et nous permet de connaître un peu, de combler un peu cette ignorance. Il est absolument vain d'espérer qu'une littérature nouvelle puisse être immédiatement accessible. Si elle était immédiatement accessible, elle ne serait pas nouvelle. Une littérature... J'allais vous demander ce que vous pensiez de Françoise Sagan, justement. Oh, Françoise Sagan, c'est une autre paire de manches. Ça, Françoise Sagan, c'est une littérature qui est facile dans son essence, n'est-ce pas? Qui ne recherche rien d'autre que cela. Il n'y a absolument... Françoise Sagan a un certain talent, c'est un talent qui lui est commun avec beaucoup d'autres, et il n'y a pas chez elle de véritable originalité, ni même de recherche
d'une originalité. Il n'y a pas chez elle de littérature difficile ni de littérature nouvelle. Comment expliquez-vous, disons, le succès phénoménal de ces romans? Est-ce que c'est par la grandeur des thèmes qu'elle monnaie dans ses livres ou bien par cette facilité d'accès? Ah, eh bien, il y a dans les romans de François Sagan une facilité d'accès et il y a dans ces romans des thèmes importants qui correspondent aux besoins de toute une partie de la population française. Mais François Sagan n'est pas la seule à écrire avec cette facilité au sens où nous entendons ici le mot facilité, et elle n'est pas la seule à traiter ces thèmes importants. Il y a, disons, en France, 40 romans qui traitent les mêmes thèmes et avec la même facilité pour le lecteur. Mais là, il se produit un phénomène qui est bien connu, c'est le phénomène du best-seller. Ce phénomène, c'est un phénomène sociologique qui a déjà été étudié, qui est un phénomène extrêmement intéressant. Lorsqu'un livre a, pendant, si vous voulez, le premier mois qui suit sa parution, atteint un certain chiffre de vente, il atteindra dans l'année suivante une vente que l'on peut chiffrer d'avance et que les éditeurs connaissent très bien. Et alors, s'il y a 40 livres à peu près pareils, eh bien, celui de ces 40 livres qui, au bout d'un mois, a atteint une certaine vente, ceci pour toutes sortes de raisons qui sont circonstancielles, ce livre-là va monopoliser la vente pour tous les autres. Les gens qui auraient pu, si vous voulez, acheter un des 40, au hasard, achèteront simplement celui-là. Mais est-ce qu'il peut s'agir indifféremment, disons, d'un bon ou d'un mauvais roman à ce moment-là? Oh, Est-ce qu'il n'existe pas un choix du public, quand même, qui serait une forme de critère? Dans le best-seller, dans le phénomène du best-seller, le choix du public n'est absolument pas un critère de qualité. Parce que ce qui fait que ce roman-là, semblable au premier abord à 40 ou 50 autres, prend le premier mois une vente plus grande, vient de circonstances qui sont absolument imprévisibles et que l'on oublie complètement par la suite. Si vous voulez, quelques années plus tard, on ne sait absolument plus pourquoi, on a beaucoup de mal à retrouver pourquoi c'est ce roman-là qui s'est mis à partir en flèche au lieu de tel ou tel autre. On peut même s'apercevoir que c'est un de ces romans qui n'ont pas réussi, qui sont grands. On peut s'apercevoir que tel autre roman est un roman remarquable. Mais il reste que les romans, disons, moins intéressants qui réussissent auprès du public, traitent toujours, ou presque toujours, de grands thèmes. Oh, les romans qui réussissent auprès du public traitent toujours de thèmes importants pour ce public. Ça, le public, si vous voulez, sait très bien ce dont il a besoin. Et la littérature qu'on appelle populaire est une littérature qui traite toujours de thèmes importants. Un livre ne devient populaire que dans la mesure où il touche un certain nombre de choses très importantes. Ce qu'il y a, le reproche que l'on peut faire à cette littérature, c'est que, eh bien, elle est trop nombreuse. Les romans policiers, par exemple, traitent de thèmes tout à fait importants. Seulement, il y a des quantités de romans policiers qui se valent. De même, la littérature, disons, sentimentale cynique, comme celle dont François Sagan est un exemple, se produit en France actuellement à des dizaines, je dirais presque à des centaines d'exemples qui se valent. Parmi tous ces textes qui se valent, il y en a un ou deux qui vont monopoliser la vente. Mais tous ces livres-là touchent des thèmes importants. S'ils ne touchaient pas des thèmes importants, ils n'auraient aucune chance de devenir des best-sellers. Mais maintenant, un grand roman, c'est un roman qui va toucher ces mêmes thèmes, mais qui va les traiter d'une façon tout à fait supérieure. Il est aussi difficile, dans ces termes-là, de lire certains romans modernes que d'aborder un ouvrage de philosophie ou de science.
Je crois que c'est tout de même moins difficile de lire un roman moderne que certains livres de science, mais il est certain que l'ambition de tous les grands romanciers du XXe siècle a été de rendre la littérature quelque chose qui soit aussi sérieux que la science aujourd'hui. Aujourd'hui, tout le monde considère que la science, c'est quelque chose de très sérieux. De même qu'autrefois, on considérait que la religion, c'était quelque chose de très sérieux. Eh bien, tous les grands romanciers sont des gens qui sont des hommes intéressants, qui sont des hommes sérieux, si vous voulez. Donc, ils veulent absolument que leur activité principale soit une activité sérieuse. Ils veulent que cette activité soit aussi sérieuse que la science, et ils veulent faire reconnaître par les gens qui les entourent que l'activité qui prend toute leur vie, tous leurs instants, cette activité est une activité au moins aussi sérieuse que celle des savants qui font des bombes atomiques. Je dirais quant à moi que l'activité des grands romanciers est une activité beaucoup plus sérieuse que celle des savants qui s'amusent à faire des bombes atomiques, ce qui est un jeu naturellement d'abord très vain et ensuite très dangereux. Il y a des savants, heureusement, plus sérieux que ceux qui font des bombes atomiques.